Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir messieurs les professeurs, bonsoir à la Badre. Un immense merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent, aussi nombreuses à notre invitation ce soir pour vraiment une magnifique conférence qui met toute l'institution en joie, à commencer par le campus de Menton qui a l'honneur de l'accueillir. Donc vraiment, je remercierai à nouveau professeur Henri Laurence, professeur Olivier Roy, et puis à la Badre d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir et de nous éclairer sur des questions ô combien d'actualité au centre de la spécialisation géographique du campus. Alors autant vous dire que cette année est particulière pour nous, tout d'abord parce qu'elle débute, donc elle me donne l'occasion à celles et ceux que nous n'avons pas croisés hier au cinéma de souhaiter une excellente nouvelle année de la part de tout Sciences Po, que nos meilleurs vœux les plus chaleureux vous accompagnent pour un beau cru 2025 qui commence à double titre de manière très heureuse pour le campus de Menton. Tout d'abord parce que nous avons l'honneur d'accueillir deux éminents spécialistes des questions moyen-orientales parmi nous ce soir, et puis aussi parce que, vous le savez peut-être, mais 2025 est une année un petit peu particulière pour le campus de Sciences Po à Menton, parce que c'est une année où nous soufflerons nos 20 bougies. Alors très exactement, jour pour jour, ce sera en septembre, lors de la rentrée solennelle de septembre 2025. Mais voilà, toute l'année va être thématisée autour du 20e anniversaire du campus. Donc nous essaierons de vous proposer de beaux événements, quelques surprises. Restez connectés voilà, pour être à nos côtés pour ces beaux moments. Puisque je parle de connexion, j'en profite aussi parce que c'est une nouvelle ce soir pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivront à distance. Alors malheureusement pour l'instant, pas encore en direct et en simultané, mais par le biais d'un enregistrement. Nous allons lancer dans les semaines qui arrivent la chaîne YouTube du campus de Sciences Po à Menton, au sein de laquelle nous déposerons les enregistrements en intégralité de toutes les belles conférences que nous organisons sur le campus, puisque ça nous a été demandé instamment. Donc voilà, je salue toutes celles et ceux qui nous regarderont dans quelques jours à distance. Pour ma part, je vous remercie infiniment. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que si vous souhaitez vivre et poursuivre les réjouissances de cette semaine d'école d'hiver, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du campus de Sciences Po à Menton. Vous en découvrirez le programme complet, notamment pour la journée de jeudi où nous vous proposons deux beaux événements. À 13h30, nous accueillerons Fariba Adelka, qui est une collègue du Centre de Relations internationales de Sciences Po, qui est franco-iranienne, qui est directrice de recherche au CERI, anthropologue, qui a été arrêtée de manière arbitraire en 2019 en Iran, qui a été emprisonnée pendant près de 5 ans, qui a été libérée, de retour à Sciences Po, et qui viendra témoigner de son combat pour la liberté scientifique. Ça sera jeudi à 13h30. Et puis à 18h30, nous aurons le plaisir d'accueillir Karima Mellal, ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée, et Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui viendront échanger avec nous autour des grands défis et des grands enjeux de la Méditerranée pour l'année 2025. Mais ce soir, nous sommes en compagnie du professeur Henri Laurence, historien, professeur au Collège de France. Je laisserai à la Badre en dire deux mots plus précis tout à l'heure. Le professeur Olivier Roy, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et puis, notre fierté, à la Badre, ancienne du campus de Menton, qui est aujourd'hui politologue, chercheuse à l'Institut universitaire européen de Florence et qui nous fait vraiment l'amitié de modérer et d'animer cette conférence. Belle soirée à toutes et à tous et encore une fois, merci pour votre présence. Vous m'entendez? Merci beaucoup pour cette introduction et pour m'avoir confié l'immense honneur de modérer cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à notre conférence ce soir, qui promet d'être à la fois très intellectuellement stimulante et d'une actualité brûlante. C'est avec encore une fois immense joie et un grand honneur que je vous accueille
mes chers professeurs, Olivier Roy et Henri Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette discussion. C'est difficile de faire une introduction pour deux grands professeurs et spécialistes du Moyen-Orient comme vous, mais je vais tenter anyway. Je commence par vous, professeur Olivier Roy. Vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen à Florence, au département des sciences sociales et politiques et sociales. Vous avez occupé également la chaire conjointe d'études Méditerranée et du Robert Schuman Center. Vous êtes spécialiste de l'islam politique, des phénomènes de la radicalisation et des relations entre religion et société dans le contexte contemporain. Parmi vos nombreux ouvrages, L'Europe est-elle chrétienne?, qui examine la sécularisation en Europe et ses implications pour l'identité et la politique européenne, et L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire du norme, qui examine les processus de déculturation mondiale où la notion même de la culture est réduite à un système de code explicite, décontextualisé et souvent mondialisé. Vous avez fait de nombreux voyages en Asie centrale et en Afghanistan. Vous avez raconté déjà des histoires à nos étudiants. Et vous avez tenu des postes diplomatiques et autres pendant vos voyages. Professeur Henri Laurence, vous êtes professeur au Collège de France, où vous tenez la chaire d'histoire contemporaine au monde arabe. Vous étiez directeur du Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain à Beyrouth, puis directeur scientifique de l'IFPO, à Beyrouth aussi. Vous êtes spécialiste du conflit israélo-palestinien et des relations entre le Moyen-Orient et l'Europe. Parmi vos travaux récents, Le passé imposé, un titre magnifique, je veux dire, explore la façon dont les narrations historiques façonnent les identités et justifient les rivalités géopolitiques. Et votre publication la plus récente, Questions arabes, problèmes juifs, constitue une synthèse de la série monumentale en 5 volumes, La question de Palestine, qui éclaire les racines. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? Question juive. Je suis désolée. Question juive, problème arabe. Qui constitue une synthèse de cette œuvre monumentale en 5 volumes, La question de Palestine, qui éclaire les racines intellectuelles et politiques du conflit israélo-palestinien. Je m'adresse d'abord à professeur Laurence pour poser une question sur la chute du régime d'Assad, qui a surpris beaucoup de gens, mais que d'autres considéraient comme inévitable. Je vous demande donc de nous parler du contexte historique de la prise de pouvoir par la dynastie Assad, et comment une minorité alaouite s'est emparée de ce pouvoir, et comment, après plus de 50 ans de règne, en quelques jours, tout s'est effondré. Oui, vaste programme. Vous avez la théorie du complot, et par définition, en Orient, il y a toujours des complots. Le problème, c'est que parfois, il y en a de vrais. Donc, ça complique les choses. Donc, vous avez toute une historiographie qui raconte comment, dès les années 60, le groupe de Assad et les Alaouites se sont réunis pour préparer une prise de pouvoir. Et au bout de 10 ans de manœuvres X, Y ou Z, ils auraient pris le pouvoir. En fait, on est plutôt dans une projection de la scène politique syrienne à l'intérieur de l'armée après l'indépendance et à partir des coups d'État de 1948. Il y a 3 coups d'État, pas 1949, il y a 3 coups d'État en 6 mois, quelque chose comme ça. Donc les factions militaires reproduisent à ce moment-là les forces politiques du pays. Et elles sont entrées un peu dans une lutte à mort, ce qui fait que les factions s'appuient sur ceux qui connaissent bien, ceux dont ils sont à peu près sûrs de la loyauté. Et donc ça fait que dès milieu des années 60, l'armée se divise en clans druzes, clans alaouites, clans sunnites, etc. Et puis dans la lutte pour le pouvoir, successivement, les différents clans sont éliminés et il ne reste plus que le clan alaouite. Et en 1970, c'est une fraction du clan alaouite menée par Ali Assad, puisque Fréfrat et Hafez,
qui prend définitivement le pouvoir. Et donc on n'a pas un complot en quelque sorte, mais un mécanisme de solidarité pour la prise de pouvoir, ne serait-ce que pour la survie de son propre groupe. C'est un peu analogue dans un autre contexte, ce qui se passe en Irak avec le groupe des Tikrit, avec Bakr et puis Saddam Hussein. Et donc ça introduit une division confessionnelle de la société syrienne, puisque le pouvoir des Assad a besoin de s'appuyer sur des gens sur lesquels il peut avoir confiance, et le plus souvent ce sont justement des gens de la même communauté. Alors par ailleurs, vous avez malgré tout dans le régime de Assad, au départ ce sont des socialistes, des bassistes, donc des nationalistes arabes, mais qui ont une doctrine socialiste, et en cela ils sont proches des autres révolutions arabes de la période des années 50 et 60, c'est-à-dire qu'ils essayent plus ou moins de créer un embryon d'État-providence. Et on analyse souvent la prise de pouvoir par la faction alaouite comme une victoire de la campagne sur la ville. Parce que une grande partie de ces officiers viennent de la campagne, par un autre mécanisme social qui est qu'il existe, comme en Égypte aussi, c'est la même chose avec Nasser et Sadat, une petite bourgeoisie rurale qui a suffisamment de moyens pour payer des études secondaires à leurs enfants, mais pas au-delà. Et donc, dans cette période, pour avoir la possibilité de faire des études supérieures, il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'académie militaire. Puisqu'ils étaient, non seulement ils payaient rien, mais ils étaient payés comme futurs officiers. L'académie militaire de Homs était sur le modèle de Saint-Cyr en France, y compris pour les uniformes de parade. Il y a des photos assez amusantes. On voit les officiers syriens en cassoir, comme sur le modèle des Saint-Cyriens. Donc, on a dit aussi que le coup d'État de 63, parce qu'il y a eu plusieurs séries de coups d'État, c'est l'arrivée à la ville, à Damas, de gens à moustache contre la vieille classe dominante qui était glabre. Et puis, il y a des prononciations paysannes des mots par rapport à la langue plus châtiée de la bourgeoisie syrienne. Et vous avez une phase ultra-gauchiste qu'on appelle le néo-basse entre 66 et 70. Et du coup, quand Assad prend le pouvoir, il apparaît à ce moment-là comme un mouvement de rectification, c'est-à-dire il remet en ordre... Et c'est un soulagement pour la société syrienne par rapport aux tensions de la période précédente. Alors, on pourrait parler pendant des heures. Ce qu'avait fait Hafez al-Assad, c'était transformer la Syrie d'enjeux politiques dans la région. Il y a un livre célèbre qui s'appelait The Struggle for Syria de Patrick Seal, qui montrait combien la Syrie était un enjeu politique pour les différents slots locales, et donc avec Hafez al-Assad, la Syrie n'est plus un enjeu, au contraire, c'est un meneur de jeu dans la région. Alors on peut continuer longtemps, mais disons que la force la plus révolutionnaire au début du XXIe siècle au Proche-Orient, c'était le néolibéralisme. Bachar al-Assad, le fils, a introduit une politique néolibérale qui a eu pour conséquence de démanteler une bonne partie de l'État-providence syrien. Un exemple, la médecine était gratuite, il l'a rendue payante, même si ce n'est pas une médecine de très haut niveau. C'était tout à fait caractéristique. Donc ça a introduit une désaffection de la base populaire du régime qui existait réellement à l'époque de Hafez et que son fils a perdu. Alors, pour la chute, on trouve toujours des raisons après, en disant on l'avait bien vu, mais pas personne de sérieux n'avait annoncé la chute, ça. Il faut faire attention. Donc, de ce point de vue, en dehors de la qualité, évidemment, du nouveau groupe qui a pris le pouvoir, qui visiblement sont des gens de très grande qualité,
il y a les impacts de l'alliance avec l'Iran et le Hezbollah et la rivalité entre Russes et Iraniens en Syrie. Ce qui a fait qu'en quelque sorte, les Russes n'ont refusé de donner une couverture antiaérienne aux forces du Hezbollah et aux milices iraniennes en Syrie. Donc elles se sont fait démanteler par les raids aériens israéliens. Et du coup, quand les gens du Liban ont attaqué, ben, il n'y avait plus rien devant eux. Et puis le reste, c'est une extraordinaire corruption qui existait déjà avant, mais qui avait atteint un point inimaginable. Un ami syrien qui travaillait dans la construction me racontait, il y a 20 ans, hein, pas maintenant, que si on lui demandait de construire un hôpital, on lui donnait un crédit de 100, et que le crédit de 100, lui, n'en touchait 20, et les 80 autres étaient dans les intermédiaires, c'est-à-dire les gens du pouvoir. Et donc le régime de Bachar était devenu un régime épouvantable de prélèvements quotidiens sur l'ensemble de la société. Il avait perdu toute base populaire. Et en fait, tout le monde souffrait de se faire racketter, parce que c'était du racket organisé à tous les endroits. Et finalement, pour arriver à quoi? Bon, pour que la famille Assad se mette quelques milliards de dollars en réserve dans des banques, surtout russes, semble-t-il, mais que les soldats qui sont payés 20 dollars par mois, ils ne se battent plus. Et donc personne ne s'est battu pour le régime. C'est assez logique, ça me semble. Merci d'avoir expliqué l'histoire de la longue durée plutôt courte. Professeur Roy, je me tourne vers vous pour la même question. Cette chute des régimes est survenue dans un contexte géopolitique assez particulier. La guerre à Gaza, la guerre en Ukraine. En quoi cette chute est-elle le produit du contexte géopolitique actuel, bien différent de celui de 2011 avec la révolution syrienne et le printemps arabe? Et comment peut-on expliquer exactement l'abandon des alliés du régime Assad? Alors, il faut là aussi revenir un peu en arrière. Le conflit israélo-palestinien, qui dure évidemment depuis 1948, était devenu moins en moins central, si je peux dire, par rapport à la zone. Un ensemble de régimes arabes se rapprochaient d'Israël, il y avait les accords d'Abraham, etc. Et le front du refus, c'est-à-dire ceux qui continuaient à s'opposer à Israël au nom de la solidarité avec les Palestiniens, était devenu, en fait, une couverture de l'Iran. L'Iran s'était projeté géostratégiquement dans le Moyen-Orient après la révolution islamique d'Iran, au nom du pan-islamisme, au nom du soutien aux Palestiniens, mais finalement on avait trouvé son implantation que dans une partie des minorités chiites et avec le régime des Assad. Ils n'avaient même pas réussi à contrôler l'ensemble des minorités chiites. Mais leur point fort, évidemment, c'était le Hezbollah. L'alliance avec le Hamas était une alliance conjoncturelle. Elle n'était ni idéologique ni religieuse. C'est parce qu'ils avaient le même ennemi. Mais le régime iranien soutenait donc des chiites et des crypto-chiites, comme les Alaouis de Syrie ou les Houthis du Yémen. Et donc une partie, ils avaient également des soutiens en Irak. Mais du coup, la conséquence paradoxale de cette intervention de l'Iran, c'est que tout l'arc, disons, arabe, alors Palestine, Liban, Syrie, Jordanie et Irak, qui était massivement sunnite, arabe sunnite, s'est trouvé à un moment donné pratiquement contrôlé uniquement par des chiites ou des alliés sunnites de l'Iran. Quand les Américains ont renversé Saddam Hussein en Irak, c'est la majorité chiite qui a pris le pouvoir. En même temps, les Assad étaient toujours au pouvoir en Syrie. Le Liban était tenu par une alliance un peu bizarre entre chiites et chrétiens. Et il y avait guerre, le Hamas était un allié stratégique, et il y avait guerre que la Jordanie, où il y avait le plus petit, le plus faible des pays de la zone, où il y avait encore une direction sunnite. Donc il y avait une espèce de ressentiment dans la population arabe sunnite qui ne s'exprimait pas de manière stratégique, mais qui était là. Et Daesh, donc ISIS, s'est installé dans la zone syro-irakienne très largement sur une base de ce ressentiment d'une population sunnite locale qui s'était sentie dépossédée.
Et puis en 2011, il y a le printemps arabe. Alors, le printemps arabe, c'est intéressant parce que c'est un mouvement essentiellement de jeunes, un mouvement pro-démocratie, et un mouvement qui ne s'intéresse absolument pas à la géostratégie. Ils ne sont pas spécialement pro-palestiniens, ils ne manifestent pas pour la Palestine dans leurs manifestations. Ils demandent le départ des régimes locaux, l'instauration de la démocratie. Donc ils contribuent en quelque sorte à déconnecter la vie politique des pays arabes du conflit israélo-palestinien, même si, du point de vue émotionnel, il y a dans l'opinion publique arabe, il y a un fort soutien à la Palestine, voilà, aux Palestiniens, je dirais, aux Palestiniens plutôt. Mais ça ne se traduit plus par des mobilisations politiques en faveur de la Palestine, dans aucun des pays de la zone. On est donc sur des logiques qui sont de plus en plus nationales. Je ne dirais pas nationalistes, mais nationales, voire patriotiques. Le printemps arabe est globalement un échec, c'est-à-dire que là où ils ont réussi des élections, les régimes autoritaires se sont réinstallés. Et par contre, en Syrie, le printemps arabe a échoué, mais il laisse un pays qui était divisé en milices, en groupes locaux, etc. Un pays complètement fragmenté ou régionalisé. Donc il y avait Daesh, bien sûr, qui s'est installé à l'est du pays, les Kurdes qui ont occupé tout le nord-est, les Alaouis qui gardaient leur bastion du nord-ouest, toute une zone Idlib, etc., qui était un petit peu contrôlée par des intermédiaires sous la protection de la Turquie, sous la protection d'Ankara, Damas qui restait aux mains du régime, et dans le sud, des situations un peu contrastées, avec des groupes également des milices, tantôt avec le régime, tantôt contre le régime. Et cette fragmentation, on voit apparaître d'un seul coup Jolaini. Alors quand on dit d'un seul coup, il ne faut pas croire que c'était un inconnu qui sort comme ça. On le suit depuis longtemps. Mon collègue Patrick Henny allait à Idlib 3 ou 4 fois par an depuis 8 ans, connaissait personnellement Jolaini, et nous a envoyé des articles et des analyses où il montrer comment Jolaini réussissait à gérer la région de Idlib, où il y avait quand même 4 millions de personnes, parce que surtout des réfugiés internes, et comment, alors que Jolaini vient de groupes djihadistes, c'est sa base de départ, il était avec Al-Qaïda, il était avec Daesh, il a rompu, puis en fait, il a installé son pouvoir local en profitant de la neutralisation des différentes forces. Les Russes et le Hezbollah ne voulaient pas se confronter avec la Turquie voulait juste contrôler au-delà de la frontière, le régime était incapable de contrôler l'ensemble du pays, Daesh a été écrasé par la coalition occidentale plus par les Kurdes, et les Kurdes finalement géraient pour le compte de tout le monde la zone du quart nord-ouest, du quart nord-est. Alors il a profité de cet équilibre des forces, qui était pour des raisons, parce que personne ne pouvait gagner, et il a mis en place un nouveau type de gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'a pas imposé son parti, évidemment il avait le pouvoir bien sûr, il a laissé les notables locaux continuer à travailler comme notables locaux, et surtout il n'a pas imposé de modèle religieux. Il a laissé les imams et les groupes religieux qui existaient déjà, y compris les chrétiens, il les a laissés gérer, continuer à pratiquer la religion et à gérer la religion. Il a été poussé du côté droite par des salafis locaux qui voulaient, eux, imposer la charia, restreindre les pratiques chrétiennes, enfin beaucoup moins de visibilité de chrétiens. Il a résisté, il a refusé de créer une police religieuse, il a refusé de fermer les malls commerciaux qui s'étaient développés parce qu'il y avait une mixité filles et garçons, et filles portaient le voile bien sûr, c'est une zone très conservatrice, mais filles et garçons prenaient le thé ensemble, etc. Il a laissé faire, il a géré avec souplesse cette région-là. Donc il a perdu son image de fanatique, de djihadiste, il a acquis une image d'un homme politique, pondéré, et avec un slogan en fait très simple, reconstituer l'État-nation syrien. Mais sur la base de l'acceptation du multiconfessionnalisme et d'une certaine diversité ethnique. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire reconnaissance des Kurdes, des droits culturels des Kurdes, et reconnaissance des chrétiens sans discrimination, c'est-à-dire comme citoyens. Donc il dit tout le monde est citoyen, liberté religieuse, il faudra voir comment ça va se gérer, en particulier au niveau des changements de religion, ça c'est toujours le critère intéressant. Et puis, reconstitution d'un État-nation syrien à majorité sunnite. Voilà. C'est-à-dire, immédiatement, dès qu'il a lancé l'offensive sur Alep, il a eu le soutien de tous les Arabes sunnites.
Parce que, dans le fond, les Arabes sunnites, ils ne supportaient plus d'avoir ce régime hérétique et extrêmement dur depuis 50 ans. Ils ne supportaient plus d'être sous le contrôle indirect de l'Iran, du Hezbollah, qui étaient des chiites, avec qui ils ne s'entendaient pas, qui étaient considérés un petit peu comme des occupants. Donc, indépendamment des convictions vraiment religieuses ou vraiment politiques, quand les Arabes sunnites ont vu que, bon, il est sérieux, ils se sont dit, ben voilà, maintenant c'est lui, on le reconnaît. Au fin fond de la Syrie, dans des zones tribales arabes à la frontière avec l'Irak, les tribus locales, celles qui étaient contre Daesh, qui s'étaient battues contre Daesh, puis une partie de celles qui aussi s'étaient ralliées à Daesh. Bon, elles étaient contrôlées par les Kurdes. Ça se passait plutôt bien, parce que les Kurdes avaient un système de gouvernement indirect assez souple. Mais enfin, ils n'étaient pas très contents d'être contrôlés par des Kurdes. Donc, dès qu'ils ont appris que, ça y est, un Arabe comme eux, sunnite comme eux, prenait le pouvoir à Damas, ils ont immédiatement fait allégeance. Donc, en gros, si vous voulez, il a récupéré sans problème tout l'axe arabe-sunnite de la frontière turque jusqu'à la frontière jordanienne. Maintenant, restent les autres. Les Alaouis, qui ont perdu le pouvoir, mais beaucoup d'Alaouis détestaient la famille Assad parce qu'ils s'étaient emparés de tout. Les Druzes, tout au sud, à la frontière avec Israël, qui se méfient un peu et préfèrent garder leur milice. Et évidemment les Kurdes, qui ont peur que d'une chose, c'est de se retrouver en tenaille entre Damas arabe sunnite et Ankara. Donc le grand enjeu maintenant, c'est la question kurde. C'est la question kurde. Autrement, je dirais, le régime, je crois en sa stabilité. Il y a deux possibilités. Oui, il y en a peut-être 12, mais bon, on va en prendre deux. Ankara veut se débarrasser des Kurdes. Pour Ankara, il y a une occasion unique, effectivement, de casser la puissance militaire des Kurdes. Donc, un scénario possible, c'est les Kurdes pris en tenaille entre l'armée turque, qui est une armée dure et puissante, et les troupes de Jolani, du gouvernement légitime de Damas, qui veulent tout simplement reprendre le contrôle du pays. Là, si ça se passe, ça c'est sanglant. Ça sera sanglant. Et il y a une autre possibilité que je n'exclus pas du tout, c'est que finalement, Erdogan et Öcalan, le patron du PKK, du parti kurde, qui en fait tient le PYD, tient les Kurdes de Syrie, qui se mettent d'accord. Il y avait déjà eu un accord entre eux en 2012-2013 qui n'a pas marché. On pourra en reparler, mais c'est... Erdogan n'est pas un imbécile. Erdogan n'est pas viscéralement anti-kurde. Il a une vision plus ouverte. Il est musulman. Donc pour lui, les Kurdes peuvent très bien faire partie d'un ensemble turc. Il n'a pas ce nationalisme ethnique qu'il y avait dans la gauche, enfin une partie de la gauche turque. Alors évidemment, s'il y a un accord, ça veut dire désarmement des milices kurdes. Et à ce moment-là, ça serait Jolani qui réoccupe le terrain, pacifiquement, entre guillemets. Les Turcs vont garder une zone de sécurité, ça c'est clair. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Non seulement en Syrie, parce que je crois qu'ils peuvent bien s'entendre, ça ne sera pas un régime fédéral, mais les Kurdes auront leurs droits culturels, linguistiques, etc. La question, c'est la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer dans les zones kurdes de Turquie? Et là, un conflit qui dure depuis 30-40 ans, je ne sais pas. Mais c'est la clé sur le plan géostratégique. Je crois que l'Iran est définitivement out. Le Hezbollah aussi, le Hezbollah sans l'Iran ne peut rien faire en dehors des frontières libanaises. Donc le contexte géostratégique local donne à la Syrie de Jolani une occasion inespérée pour tout simplement respirer, pour tout simplement exister sans ingérence étrangère. Ni les Américains, ni les Russes, ni les Irakiens, ni ne veulent intervenir. Les deux puissances qui poussent, c'est la Turquie et Israël, aux frontières, avec des zones de sécurité, les deux. Mais c'est gérable tant qu'ils ne vont pas trop loin. Donc là, une chance, oui, de voir réapparaître un État-nation syrien relativement stable et, je dirais, non engagé dans des jeux d'alliances internationaux qui pourraient remettre l'équilibre régional à risque. Merci beaucoup. Vous avez touché à de nombreux thèmes et vous avez donné des best case, worst case scénarios. On espère le best case scénario
va se rétablir. Mais peut-être parlons un tout petit peu avec professeur Laurence. Il y a beaucoup de factions, comme vous avez décrit, à l'intérieur, au sein du territoire syrien. Et une série post-Assad peut-elle réellement parvenir à un compromis politique entre les nombreuses factions internes et influences extérieures, ou risque-t-elle d'une fragmentation durable? Et je m'adresse à vous parce que je me demande si, d'après vos connaissances approfondies de l'histoire de la région, existe-t-il d'autres cas, exemples qui pourraient servir de modèle ou d'avertissement pour le cas syrien? Y a-t-il des parallèles D'abord, une petite déclaration hier soir de Jolani. Il a dit que Trump est l'homme qui apportera la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Oui. Bon, ça prouve qu'il sent le vent. Oui. C'est une qualité. Voilà. Absolument. L'affaire syrienne, c'est comme les autres choses. On nous dit toujours les sociétés arabes sont divisées, il y a des communautés, il y a des régionalismes, il y a des questions religieuses, etc. Mais on oublie toujours que par rapport à ça, il y a toujours des forces centralistes. Et ces forces centralistes, à chaque fois qu'elles sont ébranlées ou démantelées, elles réapparaissent. Et finalement, c'est un conflit entre ce qu'on appellerait peut-être en France le séparatisme et un centralisme qui, lui, est toujours une existence depuis le début du XXe siècle, enfin, disons depuis la chute de l'Empire ottoman. Si on prend par exemple l'histoire du mandat français sur la Syrie, les Français ont passé leur temps à essayer de diviser la Syrie, un État alawite, un État druze, une jazirée syrienne sous contrôle militaire français, etc. Et à la longue, c'est toujours Damas qui a gagné, c'est-à-dire le centralisme, qui a repris le contrôle. Si on voit la situation irakienne, l'État irakien, depuis 1920, ça date de sa création, c'est justement ce conflit entre les séparatistes d'un côté et un centralisme qui a pu être à un moment incarné par la monarchie hachémite d'Irak et puis qu'un autre par le parti basse. Et on disait de la guerre du Liban que c'était pas la Yougoslavie, parce qu'au Liban, la lutte était toujours pour savoir qui contrôlerait l'État libanais. Il ne s'agissait pas de se séparer en quelque sorte, mais au contraire de savoir qui reprendrait le contrôle du pays et de la société. C'était la position de Bachir Gemayel, par exemple, jusqu'en 1982, avec son fameux slogan « Le Liban de 10 452 km², si je me souviens bien. Bon, les géographes ne sont pas très sûrs de la véracité du chiffre à quelques mètres carrés, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, vous voyez, il y a toujours cette existence d'un centralisme et qui est aussi une dimension politique depuis un siècle de l'Orient arabe. Quand on nous parle de la facticité des accords d'Issaïs-Picot qui auraient divisé la région, etc., moi je dis toujours, les Français et les Britanniques ont tracé la carte, donc les frontières, et les Arabes l'ont coloriée. Et donc, ce que j'appelle colorier, c'est que dès le début des années 20, il y a un pouvoir central à Beyrouth qui essaie de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire libanais, et un pouvoir central à Damas qui essaie de prendre le contrôle de l'ensemble syrien. Il y a un pouvoir à Bagdad qui essaie de prendre le contrôle de l'espace irakien. Et même Jérusalem, c'est la même chose, sous le mandat britannique et du côté palestinien. C'est les grandes familles de Jérusalem qui prennent le contrôle de la vie politique palestinienne durant le mandat britannique. Donc c'est un peu cet oublié de l'histoire qui est le centralisme, qui réapparaît justement brusquement en Syrie aujourd'hui. Il faut espérer que ça marche, mais les échos que l'on a du pays, c'est que vraiment le pays est épuisé, il est en ruine,
les structures économiques ont été complètement détruites, il y a des millions de déplacés. Je veux dire, c'est bien pire que la France en 1945. Et donc, alors on promet, on peut espérer des aides étrangères, etc. Alors évidemment, comme on l'a dit, il y a des voisins qui ont des ambitions. On a quelques doutes sur la volonté israélienne de se retirer des territoires qu'ils viennent juste d'occuper maintenant. Et puis, il y a... Alors pour la Syrie aussi, un problème autre qu'on appelle le syrianisme, c'est-à-dire une idéologie qui s'est construite à la fin du 19e siècle, qui parlait d'un grand État syrien, pas simplement la Syrie mandataire. C'était donc un État qui regrouperait les 4 États actuels, enfin, 4 territoires actuels, Liban, Syrie, Jordanie et Palestine, Israël. Et on comprend très bien l'affaire si vous regardez la carte. Damas est excentré par rapport à l'État syrien. Le sens de Damas, géographiquement parlant, c'est pouvoir se continuer au sud, sur la Jordanie et sur la Palestine. Enfin, en tout cas, l'actuel pouvoir, il a déjà beaucoup de mal à reprendre le contrôle du pays, par manque de moyens, je veux dire, tout simplement. Et comme au Liban, on se met maintenant dans une économie du cash. C'est-à-dire que l'effondrement des banques libanaises, auxquelles d'ailleurs les Syriens avaient mis leurs économies au passage, fait qu'au Liban, plus personne n'a confiance dans un dépôt bancaire parce que toutes leurs économies ont disparu dans les banques libanaises. Et donc au Liban, l'économie est complètement dollarisée. Et les gens ne fonctionnent qu'avec du dollar pour faire les achats aujourd'hui. Alors en Syrie, ils n'avaient pas de dollar, et une des premières mesures du nouveau pouvoir qui l'a rendu extrêmement populaire, c'est de l'introduction du dollar, l'autorisation d'avoir des dollars en Syrie. Mais ça veut dire là aussi, tout le secteur bancaire, tout le secteur financier a disparu. Alors pour reconstruire un pays, ça pose des problèmes. Merci beaucoup, professeur Laurence. Il y a toujours des leçons à apprendre dans l'histoire. Mais je reviens sur le caractère peut-être d'Al-Jolaini, Abou Mohamed Al-Jolaini. Et j'assume le rôle d'une journaliste. Et je vous demande une question dont la réponse est toujours... ce n'est pas aussi simple que cela. Mais Al-Jolaini est-il salafiste ? Et comment expliquer sa décision de rompre avec le djihadisme et se présenter comme le nouveau homme fort du pays ? Ça, faudra lui demander. Hein. Moi, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans la tête de Jolaini, mais je suis les parcours des militants. Donc c'est pas bon. C'est une forte personnalité, manifestement. C'est un type intelligent, c'est un homme politique, etc. Mais bon, il faut aussi partie d'un ensemble, d'une structure. Il y a une génération de types qui a été fascinée par le djihad. Voilà. À un moment donné, il est clair que parce qu'il est jeune, il est très jeune, il milite très jeune, il se retrouve en prison avec des djihadistes. Et là, il y a toute cette espèce de grand fantasme du califat. On va recréer le califat, on va expulser les Américains, on va venger la Oumma musulmane, etc. Et il y a un côté épique. Daesh a joué remarquablement de cette vision épique qu'on pouvait avoir d'eux, avec des vidéos, sur Internet. Donc on voyait ces jeunes barbus, beaux, sur leur camionnette, chargeant l'ennemi. Bon, il faut voir cette capacité, ce grand narratif, cette grande imagerie de mobiliser ou de motiver des jeunes. Bon, puis après il y a la guerre. Après on est dedans. Et ça se passe pas comme évidemment, c'est pas beau la guerre. Ça marche pas tout le temps. On a les copains qui se font tuer. On se fâche avec des chefs. On est menacé de mort par eux, etc.
il se replie, donc il change de chef, il passe à Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda n'est pas présent sur le terrain, donc ça lui donne, se réclamer d'Al-Qaïda lui permet de garder la figure du grand djihadiste, etc., tout en n'ayant pas de chef sur le dos, évidemment. Donc il voit ça comme un bon deal. Mais une fois à Idlib, une fois dans son bastion, eh ben, là il a le choix, c'est-à-dire, le choix est très simple. Soit on gère la société et on essaie d'avoir le soutien du peuple, et dans ce cas-là, on abandonne toute la référence djihadiste, etc. Soit on fait la guerre à son propre peuple pour le transformer en bon musulman, ce qu'a fait donc Daesh dans les zones qu'il contrôlait. Alors lui, il a fait un choix, et c'est là qu'il a fait le choix. C'est-à-dire, bon, le monde dans lequel il était, ces 4 millions de personnes, était très divers. Il n'y avait pas que des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des alaouis, des groupes tribaux, claniques, tout ce que vous voulez. Soit on leur rentre dedans et on impose le modèle, soit on gère la société telle qu'elle est. Voilà. Et c'est là qu'il a fait un choix. Et donc là, c'est un choix politique. C'est pas un choix idéologique. Bon. Après, dans cette zone-là, il y a des salafis, dont des gens qui ne sont pas djihadistes, qui ne font pas forcément la guerre, mais qui pensent qu'il faut imposer la charia, qu'il faut une totale séparation des sexes, et que les chrétiens, bon, oui, d'accord, on les tue pas, mais enfin, il faut pas de sonnerie de cloche, il faut pas qu'on les voie, il faut qu'ils payent un impôt spécial, etc. Donc il est soumis à cette pression-là. Alors on les appelle salafis, bon, parce que c'est un terme un peu pratique, hein, qui disent, bon, c'est très bien, tu acceptes, tu es notre chef, on te reconnaît, mais voilà, maintenant, il faut que tu appliques un programme islamique. Bon. Et alors, d'un côté, il est croyant, c'est manifeste, hein, c'est bon. Et il est certainement partisan du voile, enfin du foulard, hein, disons, c'est pas le tchador. Il est manifestement très réticent à la proximité des sexes. On l'a vu quand il a refusé de serrer la main de la ministre allemande. Bon, enfin, personnellement, c'est plutôt un puritain, c'est plutôt dur. Mais politiquement, il s'est rendu compte que tout ça allait créer des tensions. Et je crois, bon, là, j'avance un petit peu. Vous savez qu'il y avait un développement économique. Quand vous regardez les vidéos tournées avant la prise de Alep, vous avez des colonnes de voitures, vous avez des malls, etc. Parce que c'était une zone tampon, et la Turquie est un pays riche. Les businessmen et les entrepreneurs turcs sont très entreprenants, hein, et toute la zone fonctionnait sur une économie, bon, largement contrebande, etc. Mais il y avait aussi des petites usines, toutes ces choses-là. Et donc, si on rentre dans le chou de la société, au nom de la charia, etc., on risque de casser tout ça. C'est pas bon pour le business. Donc, il adopte une politique de gestion en souplesse, tout en, évidemment, s'affirmant musulman. Donc, il y a un jeu, là, je dirais un jeu au sens qu'il y a un espace. On peut pousser le curseur un peu plus dans le sens salafi, c'est-à-dire obligation du port du foulard. On peut le pousser un peu dans l'autre sens, encouragement à porter le foulard, mais bon, on fiche la paix aux gens. Et là, on sent qu'il navigue. Et il navigue à vue. Une fois arrivé à Damas, bon, il commence à faire des... Alors, par exemple, il y a une ligne de bus où on décide que le bus doit être séparé en deux. Hein, une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Les passagers protestent. Jolani dit, bon, bah alors, on laisse tomber, vous faites comme vous voulez, etc. Il a immédiatement été voir les évêques. Ça, il a été voir tous les évêques. Et les évêques, alors, on est en contact avec eux par d'autres canaux. Ils étaient entre nous, une bonne partie d'entre eux étaient plutôt du côté de l'ancien gouvernement. Hein, c'est des laïcs, comme on dit en France. Bon, mais ils avaient compris quand même que ça allait, on allait droit dans le mur. Et deux, bon, ils veulent des choses. Ils veulent deux choses. La liberté religieuse, au sens de la pratique. Hein, donc, ils veulent aussi le droit de sonner les cloches. Bon, les sapins de Noël, c'est pas dans la liturgie de la messe. Hein, je suis désolé, mais bon, il y a. Et ils veulent la citoyenneté, c'est-à-dire ils sont contre le statut d'immi. Bon. Et Jolani est très clair sur les deux points. Hein. Ils ont la liberté religieuse. Et il n'y a pas de statut du dhimmi. Ce qui prévoit comme politiquement, c'est la citoyenneté égale pour tous. Il y aura d'autres questions, mais qui ne sont pas propres à la Syrie, qui sont les questions des conversions. C'est-à-dire, la liberté religieuse, oui, mais est-ce que ça ira jusqu'à la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de changer de religion? Ça sera pour le chapitre suivant, on verra. Mais donc, pour le moment, soulagement chez les chrétiens, d'autant plus que les chrétiens n'ont jamais été une force politico-militaire. C'est pas comme au Liban. Bon, ils ont toujours dépendu, ils sont centralistes, ils ont toujours dépendu de la protection du gouvernement. Il y a des milices locales chrétiennes au niveau du village, pour protéger les villages.
et elles rentreront, disons, dans la manière dont ils gèrent l'ensemble des milices, etc. Mais autrement, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, la liberté religieuse et le statut de citoyen au même titre que les autres. Il s'est engagé là-dessus. Et politiquement, pour lui, faire un pas en arrière serait catastrophique, parce qu'il a besoin de la reconnaissance internationale. Bon, il a très bien compris les enjeux. C'est pas comme les talibans. D'abord, la vision politique des talibans est complètement différente, c'est un autre monde. Mais les talibans se fichent de la reconnaissance internationale. Voilà, point. Les talibans, c'est on est chez nous, on fait comme vous voulez, on vous embête pas, hein, on se débarrasse des terroristes qui veulent vous attaquer, etc. On détruit les champs de pavots, mais fichez-nous la paix, on a rien à attendre de vous. Tandis qu'en Syrie, il y a un énorme besoin de soutien, d'aide humanitaire, d'aide diplomatique aussi. Bon. Et il a intérêt à avoir une reconnaissance des Européens, même si elle reste très symbolique, parce que les Européens ne représentent pas une force géostratégique. Mais donc, il a intérêt à ce que les choses se passent bien, ce qui est la meilleure garantie pour qu'elles se passent bien. Parfois, les hommes politiques sont rationnels. Parfois. J'ajouterais une dernière chose, c'est qu'il porte la cravate. En 1979, la révolution iranienne a interdit la cravate. Donc, on prend le col de clergyman. C'est un signal politique, cette cravate qu'il porte. Un article assez important, oui, un article vestimentaire. Merci beaucoup, professeur Roy. Pour une dernière question, je me retourne vers vous, professeur Laurence, de parler du lendemain de la chute du régime Assad. Et un thème qui me fascine beaucoup est celui de du fossé entre le récit national officiel, contrôlé et imposé, et celui raconté par le peuple lui-même. Et on observe cet écart de manière particulièrement frappante dans les lieux comme les prisons, ou même le palais présidentiel, désormais accessible pour la première fois aux citoyens. Que fait-on donc en tant qu'historien avec cette archive vivante et qui se dévoile et se détruit en même temps, que ce soit par des bombardements ou par le pillage Il y a déjà quelque chose que nous attendons tous avec impatience, c'est l'ouverture des archives syriennes, où on verra toutes les compromissions mondiales qui a eu lieu avec le régime Assad, y compris en France même, pour certains hommes politiques français. Donc là, il y a de la dynamite dans les archives syriennes. Je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent être relativement ou fortement inquiètes des révélations qui pourraient sortir de ces archives, parce que tout régime autoritaire totalitaire est un régime de scribouillards et qui note absolument tout. Et donc ça laisse ensuite beaucoup d'inquiétudes. Bon, il y avait jadis un grand livre sur l'histoire de l'Irak sous la monarchie hachémite qui était le livre de Batatou. Et Batatou avait fait ce livre qui faisait près de 1000 pages à partir des archives de la police irakienne. Donc, il avait fait ensuite un livre sur le base syrien, mais il n'avait pas les archives de la police cette fois-ci. Donc là, peut-être que d'ici quelques années, on aura un gros Batatou, pas de lui, je crois qu'il est décédé, mais du modèle Batatou. Je pense qu'il y a une homogénéité historique. Enfin, les Syriens sont fiers de leur pays, malgré tout. Même si vous avez des récits différents sur l'histoire de la Syrie. À l'époque de Hafez, la Syrie menait une politique syrienne. La Syrie était devenue un acteur international important, les chefs d'État les consultaient, le président Nixon, le président Mitterrand s'est rendu en Syrie, et ainsi de suite. Donc il y a une fierté nationale, et cette fierté nationale va certainement être restaurée si tout se passe bien, parce qu'il y a toujours beaucoup d'inconnus dans la situation syrienne. Et on aura peut-être une réécriture de l'histoire du régime, parce que très globalement, les historiens et les politologues qui ont écrit sur la Syrie des Assad depuis les années 60 étaient très très largement inspirés par,
suivait les visions politiques du régime de Assad. Patrick Seal était le biographe attitré de Hafez el-Assad. Donc là, on savait des choses. Alors pour ce qui s'est passé, non seulement on va avoir les archives de la police, enfin toutes les atrocités qui ont été commises, il ne faut pas oublier qu'il y a des archives à l'extérieur. Il y a les archives de la diaspora, c'est-à-dire que les gens de la diaspora collectent des informations, ne serait-ce que le fameux Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une source prodigieuse d'informations, et puis l'ONU. Depuis 2011, il y a une instance de l'ONU qui collecte des informations sur la situation syrienne pour préparer des actes juridiques sur les crimes commis à ce moment-là. Et puis, dernière chose pour le pays, on ne peut pas revenir en arrière au sens où les Syriens ont appris à désobéir. Et le nouveau pouvoir doit tenir compte justement du fait que les Syriens savent maintenant désobéir, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'à moins de retourner sur la répression à la Bachar el-Assad. Bachar aurait pu rester au pouvoir s'il avait été moins dur dans le terrorisme, dans la violence, mais aussi s'il avait conservé une vision sociale des choses, alors qu'il a vraiment ruiné totalement le pays. Et c'était une kleptocratie. Hein. Et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus qu'une coque à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Oui, toujours. Merci beaucoup. On a le plaisir d'ouvrir la discussion au public. Si vous avez des questions à nos chers profs. Je peux lancer. Bonsoir, merci pour ces magnifiques communications et cet éclairage que vous nous apportez. Je voulais savoir, selon vous, si Israël, finalement, avec le pilonnage, la destruction des réserves d'armes iraniennes, etc., n'a pas joué un rôle facilitateur de l'avènement d'Al-Joulani? Non, c'est le contraire. Brusquement, ils découvrent qu'il y a des armes chimiques en Syrie et qu'ils les détruisent après la chute de Bachar. Pourquoi ils ont attendu la chute de Bachar pour détruire ces armements si ils existaient réellement? Oui, non, mais... Oui, mais là, c'est parce que les Russes et les Iraniens sont entrés dans de telles compétitions qui se sont neutralisés l'un l'autre. Et bon, en plus, la Russie a été avalée par la guerre d'Ukraine, donc elle n'avait plus les moyens d'être véritablement présente en Syrie. Et les Iraniens, on a vu des problèmes avec le Hezbollah, la guerre du Liban. Et c'est par la Syrie que les services israéliens ont pénétré les structures de Hezbollah. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus vulnérables. Alors, sur la position israélienne actuelle, on a des inquiétudes. D'abord, il y a de vieux fantasmes israéliens qui datent même d'avant la création de l'État d'Israël, vous voyez, qui est de constituer une alliance des minorités en s'appuyant en particulier sur les Druzes de Syrie. Donc, on a eu des personnalités druzes israéliennes qui pratiquement ont appelé à la constitution d'un État druze en Syrie. On peut aussi penser que les attaques des bombardements récents après la chute de Bachar étaient non pas parce que le régime de Golani constituait une menace, mais parce qu'Israël n'a pas envie de revoir un pouvoir centralisé en Syrie. Bon, là, c'est des suppositions, mais en tout cas, c'est une chose que l'on peut considérer de ce point de vue-là.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Déjà, j'aimerais vous remercier. Ah, pardon, on va vous... Mais oui, allez-y, allez-y. J'aimerais vous remercier pour cette conférence. J'ai une question pour le professeur Roy. Vous avez parlé donc des différentes communautés alaouites qui existaient encore aujourd'hui en Syrie. J'aimerais savoir où se situent ces communautés, donc qui sont restantes, celles qui étaient par exemple contre la famille Assad. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des frictions entre ces communautés et le nouveau pouvoir donc de Hayat Tahrir al-Sham, ou entre les communautés alaouites et les autres communautés restantes en Syrie, liées au fait que la communauté alaouite ait eu le pouvoir pendant justement très très longtemps, des ressentiments, etc. Alors les alaouites ont ce qu'on appelle le réduit alaouite sur la côte ouest méditerranéenne Latakia, etc., de la Syrie. Mais c'est un peu difficile de parler de communauté. Il est certain que la famille Assad s'est appuyée sur les alaouites pour prendre le pouvoir. Mais très rapidement, à l'intérieur même des alaouites, vous avez eu des conflits de clans, de groupes, de familles. Et à la fin, la famille Assad s'est plus comportée en une espèce de mafia politique que comme représentant d'une communauté. Donc il y a un problème de banditisation, je dirais, de mafiatisation de la communauté alaouite, de la population alaouite. D'ailleurs, ces passages de groupes miliciens politiques à des groupes plus ou moins mafieux, il est général, hein, il n'est pas simplement concentré sur les Alaouis. Mais ce qui fait que les Alaouis ne représentent pas une force politico-militaire unifiée capable de s'opposer au nouveau régime. Ils n'ont pas résisté. Alors, Jolaini leur a donné des gages. Il y avait des villages alaouites dans la zone de Idlib, et il a fait la même chose, si vous voulez, avec les Alaouis qu'avec les chrétiens. Il leur a dit restez, on vous fera rien, etc. Et donc ça s'est su, quoi. Bon, qu'il n'a pas fait comme Daesh, qui a massacré les populations alaouites. Je crois qu'il y avait aussi une lassitude de la guerre et de la situation parmi beaucoup d'Alaouites. Donc ils ont laissé Jolani prendre le pouvoir. Et maintenant, ils ont intérêt, dans le fond, à apparaître comme des soutiens de Jolaini. Ils ne peuvent exister que comme réduits que s'ils ont une assistance extérieure. Voilà. Aucun groupe ne peut s'opposer à un pouvoir central en Syrie à l'heure actuelle sans l'appui d'une puissance voisine. Donc les Kurdes ne peuvent rien faire sans les Turcs, et évidemment, les Druzes ne peuvent rien faire sans un soutien du côté israélien. Et les Alaouites avaient un soutien russe, iranien, mais les Russes s'en vont, enfin ils gardent quelques gages, mais les Russes ont nettement fait comprendre qu'ils ne se battraient pas pour créer un bastion ou un réduit alaouite. Donc ils n'ont plus de protecteurs. Et quand on n'a plus de protecteurs, on se rallie au gouvernement central, à condition qu'ils promettent de ne pas vous tuer, bien sûr. Et puis j'ajouterais que les Alaouites, proportionnellement, c'est le groupe qui a le plus perdu de combattants dans la guerre. C'était vraiment la chair à canon pour les Assad. Donc il n'y a pas de famille alaouite qui n'a pas eu un fils ou plus tué dans les combats de la guerre civile. Et quand vous avez de ces situations, quand vous êtes épuisé, quand vous avez eu tellement de morts, vous n'avez pas tellement envie de reprendre les armes. Merci beaucoup. Bonsoir. Marche. Bonsoir. Je voulais simplement demander si Golani va renoncer au Golan, à la partie du Golan annexée par Israël, vu qu'il semble que le régime d'Assad n'y a jamais renoncé. Alors, je pense que ça fait partie des revendications nationales syriennes, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, il essaye d'avoir de l'aide financière occidentale, de se consigner les Américains, parce que les Américains sont présents sur le territoire syrien actuellement. Dans les forces américaines qui continuent de se battre en Syrie contre Daesh. Et puis, l'armée israélienne occupe une partie du territoire en dehors du Golan. Donc, ce n'est pas sa priorité d'aujourd'hui. Mais si une Syrie centraliste réémerge, ça reviendra à l'ordre du jour. Et puis, vous savez ce qu'on disait des Français de la Troisième République après 1870. Ils pensaient toujours, on n'en parlait jamais. Il s'agissait de l'Alsace et de la Lorraine. Je pense que pour le Golan,
c'est aussi le cas pour le nouveau pouvoir syrien. Ils penseront d'autant plus que la famille de Jolani, comme son nom l'indique, vient du Golan. Mais ce n'est pas la priorité du jour. La priorité du jour, c'est pouvoir fournir de l'électricité, du fuel, de... Ah oui, mais... Voilà, oui, la priorité absolue, c'est la reconstruction. C'est pour ça qu'il fait des concessions verbales à tous azimuts. Parce que jouer un rôle de puissance régionale, ça viendra éventuellement après. Un peu de pétrole, pas énormément. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une petite question. Vous avez dit que, donc, bien évidemment, le pays de la Syrie aujourd'hui est en ruine et que ça va être très difficile de le reconstruire. Et du coup, dans ce cadre, comment est-ce qu'on pourrait envisager le retour des millions de réfugiés syriens qui sont éparpillés dans la zone Méditerranée, Moyen-Orient et en Europe également? Et comment est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire? Et est-ce que même vous savez si la majorité, ou en tout cas tous les réfugiés, en ont même envie dans ce contexte? Merci beaucoup. Il y a les deux voisins, les trois voisins qui seraient très heureux de perdre une partie des réfugiés palestiniens, syriens qui sont chez eux, c'est-à-dire le Liban. Et il y a déjà eu 500 000 Syriens qui ont quitté le Liban. Mais pas à la chute de Bachar, ça avait commencé avant. C'est à la suite des bombardements israéliens. Une partie des Syriens du Liban sont retournés en Syrie. On estime maintenant à 500 000 à peu près, sur peut-être 2 millions de Syriens au Liban. Donc, une grande partie est restée encore au Liban. Ou plus exactement, souvent pour le Liban, les hommes sont restés et les familles sont parties. Parce que les hommes, ils avaient peur que s'ils passaient à la frontière, on les engage immédiatement dans l'armée syrienne. Donc il y a eu cette division des rôles. La Jordanie a des camps de réfugiés très organisés, parce que les Jordaniens sont toujours des gens très très organisés. Et ils ne souhaitent évidemment que de les voir partir, parce que ces Syriens, c'est un poids très lourd pour un pays dont les ressources naturelles sont faibles, avec des problèmes de ressources en eau et en territoire. Donc les Jordaniens seraient très contents de les voir partir. En Turquie, c'est là où il y avait la plus grande partie des réfugiés. La population turque en a assez. Vous faites exactement comme les Américains ou les Français aujourd'hui. On en a marre du grand remplacement. Donc, s'ils ont été bien accueillis au départ, et puis c'était une arme politique pour Erdogan qui disait: si l'Europe n'est pas gentille avec moi, je vous envoie 1 million de réfugiés syriens. Donc, il y a des tensions dans la société turque où ils souhaiteraient de voir les Syriens partir. Alors, bon, là aussi, c'est tout le cas de la reconstruction. Pour l'Europe, c'est un peu plus compliqué, parce que la plus grande partie des Syriens qui sont en Europe sont des réfugiés. Et donc, s'ils rentrent chez eux, ils perdent le statut de réfugiés. Et donc, ils n'ont pas envie, ceux qui travaillent en Allemagne, de se retrouver passer d'un job assez intéressant en Allemagne à la misère qui existe actuellement en Syrie. Alors, on essaye de dire, c'est le même cas aussi pour la France d'ailleurs, essayer de créer une solution qui permettrait aux réfugiés de faire des voyages exploratoires, donc d'aller voir sur place comment ça va pour savoir dans quelles conditions ils peuvent se réinstaller. Alors, ce qui sera un peu amusant, cyniquement parlant, c'est de voir les Allemands, qui se plaignent d'avoir trop de Syriens le jour où les 500 000 ou 600 000 travailleurs syriens qui sont dans l'économie allemande s'en vont. Ce sera un choc supplémentaire sur l'économie allemande. Et là, ils s'apercevront
c'était quand même bien d'avoir des travailleurs en plus à ce moment-là. Et puis alors là, c'est pour l'avenir, c'est justement voir quelle influence aura ces centaines de milliers de Syriens qui sont en Europe occidentale et qui sont là depuis une dizaine d'années, pratiquement au moins, auront sur l'avenir de la Syrie. Vous avez toute une jeunesse qui a été formée dans les écoles européennes, en Allemagne en particulier. Donc, ça va revenir avec d'autres idées, d'autres mœurs, d'autres perspectives, etc. Alors, on ne peut pas dire ce qui va se passer, mais on a les éléments du dossier. Bonjour. Tout d'abord, merci à vous pour toute cette intervention super instructive. Ma question, c'est d'un point de vue plus géopolitique, donc moins centré sur la Syrie en elle-même, mais plutôt sur la perte du soutien iranien et russe du côté de Bachar al-Assad. Il y a quelques jours encore, j'écoutais Salem Kawakibi, un de vos collègues, qui expliquait justement qu'il y a quelques mois déjà, les Iraniens avaient donné des signaux pour montrer que finalement Bachar al-Assad, ça ne les intéressait plus, notamment en arrêtant de parler de terroristes, en parlant des opposants, mais en parlant justement d'opposants politiques, de groupes. Donc est-ce que c'est avéré? Est-ce que réellement, il y a quelques mois déjà, les Iraniens et les Russes ont réellement lâché Bachar al-Assad? Ou c'est un coup dur porté pour eux aussi? Oui, c'est un discours qu'on a entendu, c'est-à-dire les Iraniens auraient organisé leur propre défaite. Ils auraient vendu Nasrallah, etc. J'y crois pas du tout. Les Iraniens n'avaient... la Syrie est le pivot de leur politique, disons, d'expansion géostratégique, pas territoriale, vers la Méditerranée. Pour eux, c'était très important pour peser sur le Moyen-Orient, et le régime veut peser sur le Moyen-Orient. Il voulait le faire dans une perspective où on sort de son précaré, c'est-à-dire l'Iran, le Golfe Persique, l'Irak, l'Afghanistan, etc., et où vraiment on joue, on veut être un acteur au cœur du Moyen-Orient, et donc essentiellement sur le conflit israélo-palestinien, des choses comme ça. Alors renoncer à la Syrie, c'est enlever la pièce centrale de leur dispositif. Je crois qu'ils ont été surpris par la faiblesse du régime, qui se sont laissés avoir par leur propre discours. Et d'autre part, et ça je crois que c'est absolument central, c'est la pénétration du Hezbollah et des Pasdaran par des services occidentaux et israéliens. Alors on ne sait pas, on sait qu'ils sont pénétrés au plus haut niveau. Bon, l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, dans le logement même des Pasdaran, où les Iraniens n'ont pas pu trouver qui avait organisé ça, c'est quand même assez extraordinaire. On ne sait pas le nombre de gens qu'ils ont retournés, mais ça a créé un climat de parano total dans les Pasdaran et dans les services iraniens. Parce qu'on sait qu'il y a des traîtres, mais vous ne savez pas si le traître c'est le gars qui est à côté de vous, si c'est votre vieux copain, ou bien au contraire c'est si quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Le numéro 2 des Pasdaran, le chef des Pasdaran, est mort d'une crise cardiaque dans un commissariat de police. Parce que, évidemment, donc on pousse un peu les interrogatoires pour voir si c'est lui, pas lui, etc. Donc il y a eu, de l'intérieur, ça a été infiltré. Et alors pourquoi ils se sont, comment dire, un service comme les Pasdaran, où ce sont des gens très motivés idéologiquement, où ils sont censés avoir un esprit de corps très fort, etc. Comment ils ont pu se laisser infiltrer aussi facilement? Et bon, je ne connais pas personnellement de ces cadres-là, mais j'ai fréquenté un peu le milieu. Et il faut voir que la structure c'est quoi les Pasdaran? Le corps des Pasdaran, en fait, a été mis sur pied par le régime dès le début, mais essentiellement dans la plaine de la Bekaa. C'est-à-dire ce sont des gars qui sont partis faire la révolution, exporter la révolution islamique en 1980, 81, 82 au Liban. Ce ne sont pas des gars qui viennent du conflit avec l'Irak. Le conflit avec l'Irak, ça a été l'armée régulière, plus les Bassidji, les mobilisés, etc. Ce n'était pas les Pasdaran. Les Pasdaran, ils ont été formés dans la Bekaa, en contact très très étroit avec le Hezbollah, une espèce de fraternité d'armes. Et donc, vous avez une génération de militants convaincus, qui sont allés au combat, qui ont vu leurs copains se faire tuer, etc. Bon, c'est les années 80. Et puis les années 90, les types, ils ont 10 ans de plus, 15 ans de plus,
Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un Iran où la corruption s'étend. Les Pasdaran commencent à créer du business, à prendre l'aéroport de Téhéran, à monter des entreprises, à faire de la contrebande, etc. Il y en a qui s'enrichissent. Donc d'un seul coup, si vous voulez, l'esprit révolutionnaire, la pureté révolutionnaire, ça disparaît. Et puis il y a les gagnants et les losers. Il y a ceux qui réussissent à faire du fric dans la structure du régime. Alors ils sont fidèles au régime, mais ce n'est pas eux qui sont en première ligne sur le terrain. Et puis les autres... Eh ben, ils ont raté leurs études, vous savez, c'est quand on a raté ses études parce qu'on était militant politique, mais que son rêve politique ne se réalise pas, il y a un problème. Et donc, beaucoup d'entre eux ont voulu, dans le fond, que leurs enfants fassent la carrière qu'ils n'ont pas pu faire à cause de la Révolution. Donc, ils ont envoyé leurs enfants faire des études à l'étranger. Et là, c'est là le piège. Vous êtes cadre moyen supérieur chez les Pasdaran. Vos enfants font des études à Édimbourg. Alors évidemment, il y a des gens à Tel Aviv ou à Washington qui disent tiens. Et puis les études à Édimbourg, bon, ça coûte moins cher qu'à Harvard, mais ça coûte quand même. Au Canada, ça coûte aussi. Et avec un salaire de Pasdaran, on ne peut pas payer les études. Alors il faut être encore plus corrompu. Bon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte en disant bon, on sait que ton fils est là-bas, on sait que tu n'arrives pas à payer, on peut te trouver une solution. Et ça peut être la corruption à un niveau plus simple, plus facile. Bon. C'est quand ils sont sortis de leur noyau dur à Téhéran et dans la Beka qu'ils sont devenus fragiles. C'est donc en Syrie. En plus, ils avaient la vision d'un régime complètement corrompu. Donc l'esprit révolutionnaire a craqué. Si vous regardez les structures de commandement du Pasdaran, une chose qui est intéressante, c'est essentiellement un mouvement où les cadres ont plus de 60 ans. C'est ça, les gars. Il n'y a pas eu vraiment de génération motivée qui les ont remplacés. Leurs fils ne sont pas devenus Pasdaran. Quand vous êtes fils d'un colonel de Pasdaran, soit votre papa vous trouve un bon job dans les hydrocarbures, mais vous n'allez pas faire la guérilla au Liban Sud. Oui, c'est tombé, vous faites autre chose. Il n'y a que dans le Hezbollah où il y a les fils de cadres qui se battent vraiment. Hamas, il n'y a pas eu d'infiltration, c'est ça qui est extraordinaire. Le mouvement Hamas a gardé sa cohérence. Le Mossad n'a pas pu pénétrer Hamas. Par contre, ils ont pénétré les Pasdaran et le Hezbollah. Et là, à ce moment-là, vous avez quand des systèmes idéologiques structurés comme ça, quand ils sont pénétrés, ils craquent. Et là, ils ont, à mon avis, c'est une des raisons de leur décision de se retirer. Pour que les choses ne soient pas pires. Ils se retirent sur leur précaré. Maintenant, leur précaré, ça inclut l'Irak. Précaré, c'est l'Irak, Golfe Persique. Bon, c'est la zone. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un espèce de repli nationaliste, c'est-à-dire, bon, allez, on défend notre précaré et on laisse tomber l'aventure levantine, ou bien ils vont avoir la nostalgie de l'influence qu'ils avaient, l'influence perdue, et tenter de faire un retour. Ça, on verra. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour la conférence et pour vos réponses, et merci à professeur Badre pour la médiation. J'ai juste une question. Quelle importance donnerait Jolani aux réfugiés palestiniens? Donc, par exemple, est-ce qu'il donnerait une importance au retour des réfugiés palestiniens qui sont partis du camp de Yarmouk vers le Liban? Est-ce qu'il donnera une importance à la reconstruction des camps de réfugiés palestiniens en Syrie, etc. C'est ça ma question. Difficile, ça fait partie des tâches, des missions du nouveau pouvoir syrien. Pour rappeler qu'officiellement, c'est une réalité aussi, les réfugiés palestiniens en Syrie depuis 1950 ont la totalité des droits et des devoirs des citoyens syriens. Il n'y a pas de discrimination, à part la question de nationalité, évidemment, mais toutes les professions sont ouvertes. Les Palestiniens servaient dans l'armée syrienne ou dans des armées palestiniennes servaient à la Syrie. Puis bon, c'était aussi une masse de manœuvres qu'utilisait le régime sur le versant palestinien, avec des affreux comme le groupe Ahmad Jebril. Etc. Mais disons que c'est pas le Liban. Les Syriens, les Palestiniens en Syrie
avait la considération d'une égalité de sort avec les Syriens, ce qui n'était peut-être pas très engageant sous le régime, mais je veux dire, ne pas avoir de droits politiques en Syrie, de toute façon, quels étaient les droits politiques de la société syrienne sous les Assad? Alors sur l'avenir, bon, actuellement ils rentrent au Yarmouk, qui est en ruine, là aussi. Et on voit aussi l'armée libanaise a repris le contrôle des bases du groupe Ahmad Jebril, qui restait au Liban depuis des décennies. Or que officiellement, les Syriens avaient quitté le Liban, il y avait encore des camps d'entraînement du groupe Jebril dans la Beka. Et c'est fini. C'est-à-dire l'armée libanaise a repris le contrôle des lieux. Bonsoir, j'avais une question pour Monsieur Laurence au niveau de la dynastie, on va dire, Assad. Et vous avez expliqué qu'en fait, pour vous, la chute de Bachar el-Assad est liée à son tournant néolibéral. Et donc, je voulais un peu en savoir un peu plus sur votre point de vue, qui explique finalement que l'État-providence tel qu'il existait sous Hafez el-Assad était lui durable, et si finalement, si cet État-providence avait perduré, la Syrie aurait continué à être sous le régime d'Assad. Je vous remercie. Disons qu'il y avait en tout cas, enfin, c'est toujours des hypothèses, hein, puisqu'il y a eu ce tournant-là. Vous savez, j'ai vécu au Liban, et quand on allait en voiture de Beyrouth à Damas, c'était tout à fait caractéristique. On traversait la Beka. C'était un désordre épouvantable. Des banques partout, parce que c'était là où il y avait les économies des Syriens, dans les banques libanaises, et elles étaient à proximité de la frontière. Enfin, c'était le foutoir, mais ça vivait comme c'est permis. Passait le poste de frontière à Masna. Là, on avait une belle autoroute de très bonne qualité, mais il n'y avait plus de voiture. Et ça, c'était la différence entre le Liban et la Syrie. Mais réellement, quand on venait du foutoir libanais et qu'on entrait en Syrie, on disait, tiens, il y a un État ici. Et cet État, il s'est effondré d'abord sous la politique de Bachar, économique qu'on vient de citer, et puis ensuite avec la guerre civile. Mais il y avait vraiment le sentiment, dans les années 90 et au début des années 2000, qu'il y avait un État. Et c'est vrai que, vous voyez, il y a des hôpitaux. Bon, c'était pas géniaux, mais il y avait des hôpitaux, il y avait des services sociaux, etc. Alors, certains politologues, sociologues, économistes, je ne sais pas comment on les définit, disent toujours que le problème, ça avait été que les Arabes s'étaient lancés dans des États-providence sans en avoir les moyens. C'était aussi bien le cas de l'Égypte que le cas de la Syrie. Bon, en Irak, c'était différent parce qu'il y avait de l'argent, du pétrole et dans le Golfe aussi. Mais dans ces régimes-là, il y avait réellement une politique sociale. Et Bachar l'a ruiné avant 2011. Mais ça donnait des très bons résultats, au moins pour la Banque mondiale, puisqu'on avait des taux de croissance économique tout à fait élevés de la Syrie sous Bachar au début des années 2000. Du 5-6% par an, exactement d'ailleurs la même chose pour Moubarak avant sa chute. Donc on se félicitait dans les instances internationales des bonnes mesures et des bonnes réformes prises par M. Bachar el-Assad. Bonsoir. Je vous remercie pour votre intervention. Je vais me permettre de demander deux questions, mais c'est en relation avec les autres. Donc, pour la première question, c'est il y a beaucoup de revendications que la cause palestinienne, après cette reconstruction du Moyen-Orient, sera banale, sera oubliée, ou bien c'est seulement par rapport à la droit humain et pas par une cause politique. Que pensez-vous? Et pour la deuxième question, c'est une question par rapport, parce qu'en tant que Libanais, il y a beaucoup de revendications que le futur du Moyen-Orient, c'est un futur homogène, qui est une dynamique entre l'Israël et le Golfe, pour une stabilité et développement, dans le cas où il n'y a pas de résistance, où il n'y a pas
des oppositions générales et grandes comme l'Iran, par exemple. Et est-ce que vous pensez que ce sera une idéologie homogène qui contrôle le Moyen-Orient, ou bien il y aura de nouvelles idéologies qu'on peut prévoir maintenant qui va opposer à cette domination? Disons que la région, c'est une cocotte minute, et que tant qu'on sert les vis, ça tient. Je veux dire par là que des pays comme l'Égypte ou les Émirats, un tweet, enfin, un X aujourd'hui, peut vous conduire à plusieurs années de prison. Et donc on sent même par la nature de la répression qu'il y a de la pression en dessous. Oui, quand on regarde la politique des différents États arabes de la région, on voit que la cause palestinienne est sur la feuille de route d'aucun de ces régimes. Que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maghreb, évidemment. Je ne parle pas des opinions publiques, hein, là je parle des régimes et de la géostratégie locale. Il n'y a que la Jordanie qui suit de très très près la question palestinienne, parce que pour eux, évidemment, c'est une question de survie, puisque dans l'imaginaire des colons israéliens, le déplacement de population des Palestiniens doit se faire vers la Jordanie. Donc évidemment, pour la Jordanie, c'est extrêmement important. Mais ils sont dans un rôle passif, là. Hein. Ils veulent conjurer la catastrophe pour eux, mais ils ne sont pas des acteurs dynamiques. Et ça, cette logique de déconnexion des stratégies nationales du conflit israélo-palestinien, elles sont bien antérieures. Elles sont bien antérieures et elles vont continuer. Elles vont continuer. Simplement, là, dans la phase actuelle, on voit qu'Israël a une puissance militaire sans commune mesure avec ce qu'elle était avant, par l'effondrement justement du front du refus. Donc il n'y a plus d'États qui peuvent bloquer Israël. Et donc pour les Saoudiens, l'idée que ça pourrait... ils n'ont pas envie de se retrouver seuls face aux Israéliens, les gens du Golfe non plus. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans une région qui serait dominée par les Israéliens. Donc ils ont paradoxalement intérêt à un certain retour de l'Iran sur la scène. Et on le voit bien, il y a des ouvertures diplomatiques entre Iran et Saoudiens. L'Iran ne fait plus peur aux Saoudiens maintenant. L'Iran a été battu. Mais les Saoudiens ne veulent pas que l'Iran soit trop battu non plus. Il y a la question de l'Irak aussi, où il y a les Iraniens ont une influence, etc. Il y a la question du Yémen. Donc ce que je pense, c'est qu'on va avoir maintenant, non pas un retour du balancier dans l'autre sens, mais un rééquilibrage de pays arabes qui agissent pas du tout dans la perspective de soutien aux Palestiniens, mais dans une perspective, on ne veut pas que les seuls arbitres au Moyen-Orient soient les Israéliens. On a besoin de contre-puissance, et donc on va faire un deal avec les Iraniens. Et pour les Iraniens, ça serait une occasion de revenir, disons, dans une stratégie nationaliste, et non plus dans une stratégie idéologique, hein, où ils se sont, d'expansion de la révolution, etc., où ils se sont retrouvés au bord du précipice. Alors, merci pour votre intervention. Vous avez vaguement évoqué tout à l'heure la figure de Trump et son rôle potentiel dans la région, avec Joulani qui disait que ce serait l'homme qui ramènerait à la paix au Moyen-Orient. Mais du coup, vous, qu'en pensez-vous dans la région déjà perturbée? Quels peuvent être les impacts? On a vu le cessez-le-feu récent à Gaza. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre réellement des rapports entre le nouveau gouvernement syrien et l'administration de Donald Trump? Et si on va chercher plus loin, par exemple, en Iran, avec un régime de plus en plus diminué, qu'est-ce qu'on peut attendre de Trump et des liens de cet Iran avec le nouveau régime syrien aussi? Comme Trump est imprévisible, je pense que tous les autres acteurs dans la région attendent de savoir dans quel sens il va aller. Donc ça, c'est une considération d'ordre général. On sait quand il a, durant son premier mandat, qu'il voulait l'évacuation, le départ des troupes américaines de Syrie. Et on a un catch-22 quelque part en Syrie, c'est-à-dire que vous avez les Kurdes qui ont combattu Daesh, et sans eux, on n'aurait pas pu le battre. Ça, il faut quand même le rappeler. Donc on a une certaine dette envers eux, et puis surtout il y a une bombe à retardement.
ce sont les dizaines de milliers de militants de Daesh qui sont dans les prisons kurdes. Et donc les Kurdes font comprendre que s'ils sont attaqués par les Turcs, bah, ils n'ont pas les moyens de conserver des gardiens de prison. Et donc, dans ce cas-là, ils vont lâcher des milliers de militants de Daesh dans la nature. Et ça ne plaît pas du tout aux Américains comme perspective. Donc on est dans ce jeu de contradiction entre les uns et les autres. C'est pour ça que les Américains essayent en quelque sorte de trouver une solution politique plus favorable aux Kurdes, parce que les Kurdes ont cet instrument de chantage qui sont ces milliers de prisonniers de Daesh, dont des femmes, des enfants, etc. Voilà, et puis bon, pour les Américains, la question essentielle, c'est les sanctions qui sont extrêmement dures, c'est les lois César. Et pour l'instant, les États-Unis n'ont pas levé ces sanctions. Et s'ils ne lèvent pas, on voit mal comment l'aide internationale puisse arriver pour la reconstruction de la Syrie. Mais grâce à la déclaration de Giuliani félicitant Trump, je pense que bon, les choses... pour Trump, la Syrie, c'est pas bon. Je crois qu'il s'en fiche. Mais quand Henri parlait de l'imprévisibilité, ben on a un cas là, ce qui vient de se passer sous nos yeux en 48 heures. Il y a une semaine, on aurait dit l'administration Trump, c'est le feu vert aux Israéliens de tout faire. Ils ont totale liberté d'agir, etc. Tout l'entourage de Trump qui travaille sur le dossier, c'est des pro-israéliens, etc. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Trump impose le cessez-le-feu avec le Hamas. Et du coup, le ministre le plus dur du gouvernement israélien démissionne. Bon, mais ça n'indique pas du tout ce qui se passera dans 15 jours. Soit ça rentre dans ce cadre de l'imprévisibilité, parce que Trump n'aime pas Netanyahou. Et Netanyahou a fait féliciter Biden il y a 4 ans, dans les heures qu'on suivit la victoire de Biden aux élections. Et ça, Trump... ça, il l'oublie pas. C'est à plus de poids que la géostratégie. Ces petits règlements de compte, ces atteintes narcissiques. Donc il s'est vengé de Netanyahou. Mais est-ce que ça rentre dans un cadre d'une vision de Trump de la région? Est-ce que simplement il a voulu donner un coup sur la tête de Netanyahou pour se venger, puis pour montrer qui est le vrai patron? On ne sait pas. Donc on le saura, ça, dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On écrira des livres d'histoire dans 50 ans pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Trump. Hello, thank you so much for this panel. May I ask my question in English? Thank you. Recently, there were news that there is a bit of a tension between the governor of Damascus and al-Shara concerning al-Shara's intervention, preventing the governor's closure of an art exhibition in Damascus. In light of such events, how do you foresee al-Shara can navigate sort of the narrow path between, on one hand, relatively secularizing and embracing pluralism in Syria for a rapprochement with PYD, YPG in the north and also the west, but also on the other hand, balancing that with preserving his base within HTS, especially with foreign jihadists who are relatively more radical, if I'm not wrong. No. Can you repeat the question, the first part of the question? Al-Shara was in... Say that again, yeah? The first part was just an example. What happened exactly in Damascus? The closing of the art exhibition? There was an art exhibition in Damascus that included nude paintings as well, and the governor of Damascus tried to close the art exhibition, and then al-Shara intervened to prevent the closure of the art exhibition, and there were news that there was sort of a tension between the governor and al-Shara. Thank you. Non, il faut s'attendre à ces petites choses. Bon, Giuliani a une politique, disons, très pragmatique. Mais en même temps, il ne peut pas se débarrasser de la référence à l'islam comme ça. Il ne peut pas dire maintenant, voilà, on a un État laïque, on reprend une tradition laïque. Non. Il doit maintenir la référence à l'islam tout en ouvrant le jeu politique. Bon. Et donc le symbolique prend un grand rôle là-dedans.
Alors, l'histoire de censure artistique, oui, on aura plein de petites histoires comme ça. Est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Peu importe, si vous voulez, c'est pas des éléments géostratégiques. Il faut pas être là à dire « Oh, ils viennent d'interdire un nu artistique, c'est signe qu'ils sont en train de virer dans tel sens, etc. » Bon, et dans la société syrienne, comme dans toutes les sociétés européennes, il y a un débat sur qu'est-ce qu'on peut censurer, qu'est-ce qu'on peut autoriser. En France, il y a eu un grand débat sur le défilé des Jeux Olympiques. Eh ben, il faut s'attendre à des tas de trucs comme ça en Syrie, encore plus. C'est pas significatif. C'est un débat interne pour savoir où on place le curseur de la censure religieuse, où on place le référent religieux. Et ça va se faire de manière très concrète à la suite de justement d'incidents comme ça. Bon. Sur la question des djihadistes étrangers, là aussi il faut prendre un peu de distance. Les Français qui sont retrouvés avec Jolaini, c'est des gars, quand ils sont allés en Syrie dans les années 2011-2012, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils cherchaient le djihad. Bon, alors il y en a qui sont arrivés chez Daesh, d'autres qui sont arrivés chez Jolaini. Et dans le fond, ils se sont fondus dans le paysage. Ceux qui étaient chez Daesh ont un peu pris l'esprit Daesh, donc il est dur de dur. Ceux qui étaient chez Jolaini, bon, ils ont fait leur petit truc tranquille. Il n'y a aucun terroriste, contrairement à des trucs qui ont sorti dans la presse, il n'y a aucun terroriste agissant sur le territoire français qui vient de Atesh, qui vient des zones de Idlib. Aucun. Et la police française connaît parfaitement, elle a toute la liste des Français qui sont à Idlib, on connaît leurs noms, etc., leur histoire, leur... Bon. Et là, ils jouent au cow-boy, ils continuent à jouer un peu au cow-boy. Jolaini ne veut pas les livrer, et bon, oui, pourquoi pas, c'est sa petite légion étrangère. À mon avis, ils vont soit rentrer dans leur rang en Syrie et être intégrés, voilà. Soit ils vont à un moment donné vouloir revenir en France. Ils vont être arrêtés, bien sûr. Et le problème, c'est ils vont être jugés pourquoi. Si à partir du moment où on reconnaît Jolaini, est-ce qu'on peut qualifier, on peut plus qualifier son organisation de terroriste? Les gars n'ont fait aucune activité criminelle sur le territoire français. On n'a pas de preuve qu'ils aient fait d'atrocités sur le territoire syrien. Alors, on les condamnera pourquoi, Alors, à mon avis, ils ont tout intérêt à attendre, s'ils veulent rentrer en France, pour que les choses se tassent. Mais c'est pas là aussi, il n'y a pas d'enjeu géostratégique. Plus dangereux sont les gars d'Asie centrale qui seraient autour de Jolaini. Eux, ils vont probablement quitter. Soit disparaître dans la nature, soit on peut peut-être les retrouver dans des groupes plus radicaux, comme ISIS dans le Khorasan. Nous prenons la dernière question. Donc bonsoir, je vous remercie déjà pour vos interventions respectives. Donc je voulais vous demander si aujourd'hui on tient compte du cessez-le-feu à Gaza, de la chute du régime Assad ou encore du nouveau gouvernement libanais. Est-ce que vous pensez que la lueur d'espoir, si on peut dire ça comme ça, qui anime ces peuples est éphémère, ou est-ce que vous pensez qu'elle donnera suite à un futur où le monde arabe sera quelque part uni, où il y aura une solidarité, ou est-ce que vous pensez que l'histoire est destinée à se répéter? Je ne vois pas d'unité du monde arabe. Ce que je vois, c'est des accords régionaux, oui, c'est-à-dire on peut envisager des systèmes de sécurité pour régler les conflits, parce qu'il y a des compétitions pour le leadership qui est important et tout, mais autrement, vous avez le conflit israélo-palestinien, là c'est sûr, ça c'est quelque chose qui ne va pas être résolu dans les années qui viennent. C'est un problème de long terme. Sinon, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Égypte, dans leurs relations interétatiques, il n'y a pas de problème majeur. Les problèmes, ce sont les situations de conflit intérieurs. C'est le Soudan, c'est le Yémen, c'est la Libye, qui sont des conflits qui continuent, mais qu'on oublie parce qu'ils ont très peu de débordements à l'extérieur des frontières. Donc, je crois que là, on a une petite lueur d'espoir de stabilisation, disons, en Syrie. Les Libanais ont une opportunité qu'ils ne retrouveront pas de sitôt, de rétablir un État libanais, ou d'établir un État libanais, ça dépend comment on s'entend, et de sortir du communautarisme qui, dans le fond, fait le jeu d'une certaine élite qui, aujourd'hui, est complètement discréditée. Bon.
Donc je dirais en gros, en Syrie et au Liban, l'enjeu c'est la démocratie. Passage à un État tenu par un gouvernement qui répond au peuple. Bon, forme de démocratie plus ou moins contrôlée, mais où il y a effectivement une responsabilité du gouvernement devant le peuple. Et le reste, il n'y a plus d'État qui a de visée hégémonique régionale. L'Arabie saoudite a renoncé à se présenter comme le nouveau guide du Moyen-Orient. Il est très clair, MBS. Il développe un patriotisme saoudien. Alors on pourrait dire que c'est une contradiction dans les termes, mais bon, patriotisme familial, bon. Mais il n'y a pas de revendication extérieure. Il ne veut pas prendre le leadership du monde arabe. Il a renoncé à utiliser le soft power que représentait le wahhabisme, le salafisme, etc. C'est fini. Le Golfe joue un grand rôle dans le monde arabe à deux niveaux, au niveau financier évidemment, bon, bon, mais aussi comme producteur d'une certaine culture entertainment, où on finance les chanteurs, les romanciers, etc. du monde entier arabe. Donc ce qui est aussi une forme de soft power, mais qui n'a pas les conséquences négatives des autres formes de soft et de hard power qui étaient en vigueur auparavant. Je crois qu'on doit distinguer le Liban de la Syrie. Je veux dire, il y a un espoir fou au Liban actuellement de rétablir la société et l'État libanais sur des bases plus saines qu'avant. Bon, un espoir que je partage. Là, Wabslam est un vieux copain à moi, donc on espère vraiment en lui. Et puis, de toute façon, pour la région, c'est le Liban. Je veux dire, ils ont toujours été pluralistes, ils ont toujours fait des élections. Ça ne change rien à la carte, ce qui se passe au Liban. En Syrie, c'est différent. Et c'est très mauvais, la Syrie. Ils ont appris à désobéir. Et dans tous les régimes arabes, on n'aime pas qu'on désobéisse. Et il y a un potentiel. Je ne dis pas que c'est une action du pouvoir syrien, mais c'est l'exemple syrien qui peut gêner considérablement les États autoritaires de la région. Il suffit de voir les discours affolés de Sisi en disant « Mais moi, c'est pas du sang sur les mains, moi, j'ai pas piqué l'argent dans la caisse. » Il l'a dit. Ça prouve qu'il s'identifie à Bachar. Voilà. Et la répression est terrible actuellement en Égypte. On n'en parle pas dans la presse française, mais elle est très forte. Donc, quand les gens commencent à apprendre qu'on peut désobéir, c'est mauvais. Parce qu'on est un dictateur. Messieurs les professeurs, Madame Alabadre, merci infiniment pour cette conférence et pour cette soirée.